À l'heure pile de 9 heures, Sébastien Lecornu franchit les portes de l'Élysée, tenant fermement une mallette en cuir noir qui ne contenait rien de moins qu'une bombe politique. Sous couvert d'une urgence budgétaire soi-disant critique, il exigea un tête-à-tête immédiat avec le chef de l'État. Macron, sûr de lui comme à son habitude, l'accueillit dans son bureau, arborant ce sourire confiant typique des hommes persuadés de tenir toutes les cartes en main. « Ah, Sébastien !» lança-t-il en se levant, chaleureux. « J'espère que votre première nuit à Matignon n'a pas été trop accablante. » Mais l'expression fermée de Lecornu refroidit aussitôt l'atmosphère. Il posa sa mallette devant le président avec une lenteur calculée, planta son regard dans celui de Macron et déclara d'un ton glacial. « Monsieur le Président, il est temps d'avoir une vraie conversation. » Ce fut comme une gifle silencieuse. Le sourire présidentiel s'éteignit aussitôt. Macron s'adossa à son siège, visiblement déstabilisé, pendant que Lecornu, imperturbable, ouvrait sa mallette et disposait devant lui, avec une précision chirurgicale, une série de documents dont l'épaisseur annonçait déjà l'ampleur du séisme à venir. « Qu'est-ce que tout cela signifie, Sébastien ?» Macron venait à peine de poser la question que la réponse de Lecornu fusa, limpide et tranchante. « Il s'agit tout simplement de votre petite machination baptisée « Opération fusible » et de mon refus catégorique d'endosser le rôle du pion sacrifiable dans votre mise en scène. » Le silence qui s'ensuivit fut aussi brutal qu'un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Le président blêmit d'un seul coup. Comment ce nouveau premier ministre avait-il mis la main si vite sur une affaire aussi enterrée? Qui avait pu lui souffler? Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, balbutia Macron, s'efforçant de sauver les apparences. Mais Lecornu, imperturbable, sortit calmement une première feuille et la glissa sous les yeux du président. C'était le document original, le plan détaillé de l'opération en question, dûment paraphé par Alexis Colère, avec en marge cette annotation assassine, validée et aimée. « Toujours rien ?» dit-il, faussement étonné. « Permettez que je vous aide à retrouver la mémoire. Ce que vous avez devant vous, c'est votre plan pour me faire porter le chapeau du désastre budgétaire que vous avez vous-même orchestré. » Lecornu poursuivit son exposé comme un procureur dévoilant les chefs d'accusation. Il tira un deuxième feuillet de son dossier, le plaça soigneusement devant Macron. « Voilà les vrais chiffres de la dette nationale, ceux que vous gardez sous clé, bien loin des regards du Parlement et des citoyens. » Puis un troisième. Ces projections économiques que vous envoyez à Bruxelles, de la poudre aux yeux, des mensonges habillés en statistiques, conçus pour endormir nos partenaires européens. Et enfin, avec une pointe de sarcasme, « Ah, ceux-ci sont mes préférés. Vos échanges de mails d'hier avec Colère, où vous vous congratulez comme deux scénaristes de série B d'avoir casté le fusible idéal pour encaisser la tempête des réformes impopulaires. » Face à l'avalanche de preuves, Macron fixait les documents qui s'empilaient avec l'air hébété d'un homme qui regarde son château de cartes s'effondrer, lentement, mais sûrement. Chaque page était un clou de plus dans le cercueil de sa stratégie. Ses ficelles, ses manipulations, ses mensonges, tout était mis à nu. Il faut replacer ça dans un contexte. La situation est plus subtile qu'elle n'en a l'air, tenta Macron d'un ton penaud. Mais Lecornu n'avait plus de patience. « Subtil? Vous appelez ça subtil? Vous falsifiez les comptes de la République, vous abusez de la confiance des Français, vous trahissez l'Europe. Et le clou du spectacle? Vous aviez prévu de me jeter au lion pour couvrir vos traces. Voilà ce que c'est, servir un homme qui traite la France comme son petit théâtre personnel. » Macron tenta tant bien que mal de reprendre le contrôle. « Sébastien, voyons, respirez un bon coup. Vous ne saisissez pas toute la portée de cette affaire. » Mais Lecornu éclata d'un rire sec, presque moqueur. « Oh si, je saisis très bien. Ce dont il est question ici, ce n'est pas l'intérêt de la nation, mais votre propre survie politique. Et pour ça, vous seriez prêt à broyer n'importe qui. » Il se rassit lentement, planta son regard dans celui du président, puis sortit une dernière pile de documents qu'il laissa tomber sur le bureau dans un claquement glaçant. « Vous voulez mon avis sur votre opération fusible? Le voilà. Un rapport de 300 pages retraçant année après année vos 7 ans de falsification présidentielle. Promesses envolées, statistiques trafiquées, manipulation d'opinion publique, tout est là.
Preuves, témoignages, archives officielles. Macron feuilletait les premières pages, blême, le visage figé. Chaque ligne qu'il lisait semblait lui retirer un peu plus de souffle. Ce dossier, c'était une bombe à fragmentation politique. Que voulez-vous » demanda-t-il finalement, la voix brisée comme s'il venait d'entrevoir la fin de son règne. Le cornu se pencha légèrement en avant, son regard fixe, et lorsqu'il prit la parole, sa voix claqua comme une lame d'acier. « Je veux que vous quittiez l'Élysée. Vous avez exactement 24 heures pour annoncer votre démission. Si ce délai est dépassé, chaque page de ce dossier explosera au grand jour. » Le silence qui suivit fut plus glaçant qu'un hiver sans fin. L'ultimatum venait de tomber. Brutal, net, sans appel. Macron tenta de résister. Quelques mots de protestation, une main tendue vers la négociation, une tentative de gagner du temps, en vain. Le cornu n'était pas venu pour discuter. Sans un mot de plus, il rassembla les documents, les glissa dans sa mallette avec une précision froide, puis tourna les talons. Le président resta là, figé, entouré par ses propres non-dits et ses peurs. « 24 heures, monsieur le président », lança le cornu en franchissant la porte. « Après ça, c'est moi qui écrirai les règles. » À 11h30 pétantes, soit 2 heures plus tard, les caméras du monde entier étaient braquées sur la salle des fêtes de Matignon. Une convocation surprise, un ton solennel. Les journalistes s'attendaient à une intervention politique standard. Mais ce qu'ils allaient entendre dépasserait tout ce qu'ils avaient couvert jusqu'ici. Ce jour-là, ils allaient assister à l'un des tournants les plus stupéfiants de la politique française contemporaine. Le cornu fit son entrée dans la salle comme un homme qui sait déjà qu'il va marquer l'histoire. Calme, posé, en complet contraste avec l'effervescence nerveuse qui agitait les journalistes. Sans un mot, il se posta derrière le pupitre, déposa devant lui une chemise rouge encore fermée, puis scruta l'audience en silence, quelques secondes de trop pour que ce soit anodin. « Mesdames et messieurs de la presse, si je vous ai réunis ce matin, c'est pour une annonce que personne n'aurait pu anticiper. Je présente ma démission du poste de Premier ministre. Après seulement 24 heures de mandat. » Un souffle de stupéfaction traversa la salle comme une vague. Les têtes se redressèrent, les caméras se braquèrent, les téléphones jaillirent. L'instant devenait historique sous leurs yeux. « Ma décision, » reprit le cornu avec gravité, « ne découle pas d'une banale divergence de vues. Elle est le fruit de révélations qui mettent en jeu l'essence même de notre démocratie. » Il ouvrit alors la chemise rouge et en sortit un premier document. Dès mon arrivée en fonction, j'ai eu accès à des informations qu'il serait criminel de taire. Des vérités dissimulées sciemment par l'Élysée depuis des mois sur l'état réel du pays. Durant 3 quarts d'heure, il exposa preuve après preuve la mécanique du mensonge macroniste. Dette nationale truquée, données falsifiées envoyées à Bruxelles, engagements fictifs vis-à-vis du FMI et dettes occultées des entreprises publiques. Mais le point d'orgue, ce fut l'opération fusible. Avec froideur, le cornu raconta comment Macron avait planifié de le transformer en paratonnerre humain, un sacrifice politique pour faire oublier ses propres fautes budgétaires. « Ce que j'ai découvert, dit-il face à une salle suspendue à ces mots, c'est que ma nomination n'était pas un honneur, mais un piège. On ne m'a pas confié une mission pour la France. On m'a positionné pour servir de fusible jetable à l'ambition d'un seul homme. Chaque révélation tombait avec la rigueur d'un verdict. Emails, documents officiels, échanges internes, tout était clair, implacable, irréfutable. Avec un tel constat, conclut-il, je ne peux pas rester silencieux. Je refuse d'être complice d'une telle mascarade. C'est pour cela que je pars. Et c'est aussi pour cela que j'en appelle à la démission immédiate du président de la République. En quelques heures, les chaînes du monde entier relayaient ces mots. CNN, BBC, Der Spiegel, tous en une. La bombe cornue venait d'éclater. La nouvelle avait fait l'effet d'un séisme diplomatique. En l'espace de quelques heures, toutes les grandes chaînes d'information de la planète diffusaient en boucle la même bombe. Le plus grand scandale politique français depuis l'affaire Dreyfus, titrait sans détour le Financial Times.
À l'Élysée, c'était l'effondrement. Une ruche affolée. Les conseillers de Macron se heurtaient dans les couloirs, multipliant les réunions de crise et les appels paniqués. Mais comment réfuter l'irréfutable? Comment contredire des documents signés, des emails vérifiés, des chiffres produits par leur propre service? Macron tenta une riposte de dernière minute. À 18 heures précises, il prit la parole solennellement depuis le palais présidentiel, accusant Lecornu de mensonge, de manipulation et même de trahison. Mais le mal était déjà fait. Son discours, en comparaison des preuves massives et précises révélées par son ancien premier ministre, sonnait creux, vide, presque pathétique. L'opinion publique, elle, avait déjà tranché. Le vent avait tourné en un éclair. Les sondages s'écroulaient, une chute libre de la confiance présidentielle. Plus de 60% des Français déclaraient que Macron avait trahi sa fonction et bafoué son mandat. Dans les rues, la pression montait. Les cortèges de manifestants se multipliaient. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux. Partout, une seule exigence, démission immédiate. Et puis, le coup fatal, le dernier clou du cercueil. Il venait de Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, convoqua en urgence une réunion exceptionnelle. Objectif, se pencher sur les manipulations budgétaires de la France. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un pays membre était publiquement accusé d'avoir trompé ses partenaires sur l'état réel de ses finances. Le lien de confiance est rompu, lança Ursula von der Leyen d'un ton glacial lors d'une conférence de presse à Bruxelles. L'Union européenne ne peut pas continuer à exister si certains de ses membres lui fournissent sciemment des données falsifiées. La sentence était tombée, implacable, et les effets ne s'étaient pas fait attendre. L'euro plongeait face au dollar. Les bourses françaises s'écroulaient comme un château de cartes. Et Standard & Poor's, sans attendre, abaissait la note de la dette souveraine française. De Berlin à Rome, les chancelleries européennes se disaient consternées. La France, pilier historique de l'UDE, venait d'être prise la main dans le sac. Et tout le monde regardait Macron. Acculé, cerné, privé de toute marge de manœuvre, il ne lui restait qu'un choix: se retirer. Le 11 décembre au soir, soit exactement 24 heures après l'ultimatum de Lecornu, le président français annonça sa démission dans un discours télévisé aussi pathétique que prévisible. Celui qui se rêvait en figure jupitérienne, intouchable et au-dessus des lois, tombait brutalement de son piédestal. Il n'était plus qu'un homme politique en déroute, démasqué, vaincu, par sa propre arrogance. « Je prends acte, souffla-t-il d'une voix brisée, de la perte de confiance exprimée tant par les citoyens que par nos alliés européens. Dans un esprit de responsabilité républicaine, je remets donc ma démission au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 7 de la Constitution. » Et c'est ainsi que s'acheva, dans un murmure, le règne de celui qui pensait ne jamais tomber. Depuis son fauteuil à Matignon, qu'il n'avait occupé que le temps d'un éclair, Sébastien Lecornu observait en silence le discours de chute d'Emmanuel Macron. 24 petites heures lui avaient suffi pour renverser l'ordre établi. Un jour, une action, un séisme politique. Oui, il avait gagné. Il avait stoppé net un président devenu le prédateur en chef de la démocratie. Mais cette victoire avait un arrière-goût de cendre, car en faisant tomber la façade, il avait aussi dévoilé la pourriture derrière les dorures républicaines. Les chiffres désormais exposés ne laissaient aucune place à l'ambiguïté. La France était dans une impasse. Les partenaires européens demandaient des explications, exigeaient des réparations. Et le pays allait devoir s'asseoir, tête basse, à la table des négociations pour quémander un plan de sauvetage qui ressemblerait davantage à un acte de contrition nationale. Lecornu le savait. Il avait fait ce que sa conscience exigeait, mais le coût serait immense. Il faudrait des années, peut-être une décennie, pour cicatriser les plaies laissées par le règne de l'illusion. Mais au moins, cette fois,
le mensonge ne dirigerait plus. La vérité, enfin, reprenait ses droits. Aujourd'hui encore, quand les historiens parlent de ce basculement, ils ne parlent pas d'une révolution. Ils parlent du jour le cornu. 24 heures durant lesquelles un homme droit a choisi de brûler sa propre carrière plutôt que de se rendre complice d'un système corrompu. 24 heures qui ont rappelé que dans une démocratie malade, un seul homme juste peut suffire à provoquer l'électrochoc. Macron croyait avoir enrôlé un pion docile, un exécutant loyal. Il pensait avoir trouvé en Lecornu le rempart ultime à sa propre chute. Il ne savait pas encore qu'il venait de tendre lui-même la corde qui allait l'étrangler. En lui ouvrant les portes du pouvoir, il lui avait aussi livré les clés du coffre-fort. Chaque secret, chaque mensonge, chaque trace de manipulation. Et c'est là que l'ironie atteint son sommet. En croyant se sauver, il a signé sa condamnation. Car l'histoire retiendra ce paradoxe cruel, que le plus bref mandat de Premier ministre de la Ve République fut aussi l'un des plus décisifs. 24 heures. C'est tout ce qu'il a fallu à Sébastien Lecornu pour percer le vernis du pouvoir, révéler l'ampleur de la gangrène institutionnelle et faire trembler les fondations de l'Élysée. En une seule journée, il a vu, compris et agi. Il aurait pu se taire, jouer le jeu, mais il a préféré faire exploser le plateau. Son sacrifice a redonné une chance à la République. Hier, on le félicitait en grande pompe, nommé officiellement Premier ministre sous les dorures républicaines. Aujourd'hui, il déposait sa démission, avec un sourire glacial qui figea le sang de Macron. Et depuis, une seule question hante les couloirs du pouvoir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer en 24 heures pour faire basculer l'histoire de la France? Ce que vous allez entendre dépasse la fiction. Ce n'est plus de la politique, c'est du théâtre à huis clos. Ce 10 décembre au matin, ce qui allait exploser dans les coulisses du pouvoir n'était dans le script de personne. Personne. Ni les journalistes déjà massés dans les jardins de l'Élysée, ni les stratèges présidentiels en pleine autocongratulation. Et surtout pas Lecornu lui-même, encore loin d'imaginer la bombe sur laquelle il venait de poser le pied. Tout avait en réalité commencé la veille, dans le fameux bureau ovale. Macron tournait en rond, le regard nerveux tourné vers les grandes baies vitrées. En bas, la presse trépignait. Autour de la table, le cœur du système, Alexis Colère, fidèle commandant de l'ombre depuis presque une décennie. Bruno Roger Petit, le maître des éléments de langage, celui qui pèse chaque mot comme un joaillier taille une pierre. Et Stéphane Séjourné, l'éminence grise, celui qui connaît les entrailles de la machine présidentielle comme sa poche. L'ambiance, celle d'un clan qui vient de résoudre une équation dangereuse. Un sourire satisfait planait sur tous les visages. Ils avaient trouvé leur solution, leur fusible. François Bayrou, le premier ministre sortant, venait d'être éjecté par une motion de censure spectaculaire. Le pouvoir vacillait. Mais voilà, le plan B s'appelait Lecornu. Léger, loyal, lisse, le choix parfait. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Dans les rues, la colère grondait. Les pancartes se multipliaient comme des étincelles. Les cortèges grossissaient d'heure en heure et les syndicats lançaient l'appel redouté. Grève générale. Le pays était à bout de souffle, l'exécutif au bord de la rupture. Il fallait un nouveau premier ministre, et vite. Lecornu est l'homme de la situation, affirmait Colère en feuilletant son dossier, le ton sec, confiant. Fidèle depuis toujours, rompu aux affaires de défense, et surtout, il marqua une pause, puis laissa tomber la phrase comme une évidence stratégique. Il ne posera aucune question gênante sur les chiffres du budget. Macron hocha lentement la tête, un sourire discret se dessinant au coin des lèvres. Parfait, exactement ce qu'il espérait entendre. Lecornu, c'était la docilité incarnée. L'exécutant modèle, l'ex-ministre de la Défense qui disait oui sans discuter, qui suivait la ligne sans jamais la questionner.
Bref, l'idéal pour ne rien découvrir des petits secrets que l'Élysée cachait depuis des mois. « Impeccable !» souffla Macron en redressant sa cravate. « Sébastien connaît les règles. Il exécutera nos ordres sans secouer la barque. » Roger Petit leva les yeux de son téléphone. « Monsieur le Président, les médias attendent l'annonce. Comment souhaitez-vous formuler cela ?»« Expérience, loyauté, continuité », répondit Macron machinalement, comme s'il récitait une formule magique. Mais au même moment, à quelques kilomètres de là, un événement inattendu venait d'exploser en silence dans un bureau du ministère de la Défense. Il était 16h47 précise. Le Cornu, concentré sur ses derniers dossiers, se préparait à tourner une nouvelle page de sa carrière. Et puis, son téléphone personnel vibra. Un appel, numéro inconnu. Quand il décrocha, la voix à l'autre bout le figea sur place. « Sébastien, ici Jacques Chirac. Il faut qu'on parle. Ce soir, chez moi, 20h. Et viens seul. » Le Cornu en resta bouche bée. Jacques Chirac, l'ancien président, officiellement retiré depuis des années, comment connaissait-il la nomination qui n'était même pas publique? Et surtout, que pouvait-il bien vouloir? La voix, usée mais ferme, reprit. Ce que Macron s'apprête à te faire dépasse tout ce que tu peux imaginer. Avant que tu acceptes ce poste, il faut que tu saches ce qu'il ne te dira jamais. Le rendez-vous fut fixé dans la résidence privée de Chirac, boulevard Saint-Germain. Un lieu discret, à l'abri des micros et des regards. À 20h tapantes, le Cornu franchit la porte. Là, dans son bureau, l'ancien chef de l'État l'attendait, cerné de dossiers classifiés. Il ne perdit pas une seconde. « Jacques, qu'est-ce qui se passe ?» souffla le Cornu en s'installant face à lui. Chirac, lui, ne prit pas de détour. Il entra directement dans le vif. D'un geste lent, Chirac avait tiré vers lui un classeur épais, barré d'un sceau rouge sang. Secret défense. Il le poussa ensuite sur la table, face à le Cornu, avec le calme pesant de quelqu'un sur le point de briser un silence d'État. « Ce que tu t'apprêtes à lire, murmura-t-il, c'est la véritable santé financière de la France. Pas celle des beaux discours à l'Assemblée, pas celle des bulletins rassurants dans les médias, la version brute, celle que même les ministres y ignorent. » Le Cornu, interloqué, ouvrit le dossier. À mesure qu'il parcourait les premières pages, son visage se figeait. Les chiffres ne mentaient pas, mais ils faisaient peur. La dette publique n'était pas de 110% du PIB comme officiellement proclamé. Elle flirtait en réalité avec les 180%, une fois intégrés les engagements dissimulés. Quant aux entreprises publiques, leurs pertes maquillées représentaient à elles seules 400 milliards d'euros de dettes fantômes, absentes de toute comptabilité officielle. « Mon Dieu, comment c'est possible ?» souffla le Cornu, la voix blanche. Chirac tourna d'autres pages, imperturbable. « Regarde ici les projections pour 2026. Si rien n'est corrigé, le pays sera techniquement en faillite dans 1 an et demi. Et le pire, nos partenaires européens n'en savent rien. Macron leur envoie des tableaux volontairement falsifiés. » À mesure qu'il avançait dans le dossier, le Cornu prenait conscience de l'ampleur du mensonge institutionnalisé. Les chiffres envoyés à Bruxelles relevaient de la pure fiction. Aucune correspondance avec les comptes réels du pays. Les promesses faites au FMI reposaient sur des scénarios inventés de toutes pièces. Depuis des mois, la France trompait sciemment ses partenaires pour dissimuler l'effondrement silencieux de ses finances. Et pourtant, le pire restait à venir. Au cœur des documents, une pièce fit l'effet d'une décharge électrique. Un plan précis, daté de 3 semaines plus tôt, portait un titre sans ambiguïté. Opération fusible. Gestion de la crise budgétaire par nomination ciblée d'un premier ministre. « Ils ont prévu de me sacrifier », balbutia le Cornu, abasourdi. Chirac acquiesça, grave. Tout était écrit d'avance. Dans 3 semaines, Macron t'aurait révélé ces chiffres catastrophiques. Tu aurais exprimé ton effroi devant les caméras, annoncé une cure d'austérité impitoyable, encaissé la colère populaire, puis quitté la scène sous la pression. Et pendant ce temps, le président serait revenu au centre du jeu, auréolé d'un rôle de sauveur. Le scénario était d'un cynisme chirurgical. Le Cornu devait servir de paratonnerre, absorber la tempête sociale, puis être éjecté sans ménagement.
un fusible humain, brûlé pour préserver le courant. Macron, lui, conservait le pouvoir en offrant son premier ministre en sacrifice à sa survie politique. « Pourquoi vous me dites tout ça ?» avait fini par lâcher le cornu, encore sonné par ce qu'il venait de découvrir. Chirac, lentement, s'était levé, comme alourdi par le poids des années, et s'était approché de la fenêtre, le regard perdu dans la mer de lumière parisienne. « Parce que j'ai voué ma vie à cette République, et je ne peux pas rester assis à regarder un homme comme Macron la piétiner avec autant de froideur. Et aussi parce que je te connais, Sébastien. Tu n'es pas un pantin. Tu es droit. Tu as le droit de savoir dans quoi on t'a entraîné. » Cette nuit-là, le cornu n'avait pas trouvé le sommeil. Rentré chez lui avec une copie du dossier explosif, il s'était plongé dedans comme dans une autopsie politique. Chaque chiffre, chaque courbe, chaque ligne de projection renforçait un peu plus sa rage. Plus il lisait, plus il comprenait l'ampleur du piège. Macron n'avait pas simplement dissimulé la vérité. Il avait orchestré son sacrifice avec une précision glaçante. Vers 3 heures du matin, une décision s'imposa, nette comme une lame. S'il fallait affronter le président, alors il le ferait. Mais à sa façon. Le jeu allait continuer, oui. Mais cette fois, c'est le cornu qui écrirait les règles. Le lendemain, sous les projecteurs de la cérémonie officielle, le cornu avait livré une prestation impeccable. Le visage habillé d'un sourire convenu, il avait serré les mains avec chaleur, y compris celle de Macron, et récité sans fausse note l'habituel discours d'engagement patriotique. Tout semblait parfaitement huilé. Mais derrière ce masque de premier ministre modèle, la colère grondait. Il connaissait déjà le rôle qu'on voulait lui faire jouer, et il avait décidé d'en retourner le script. Dès le matin suivant, à peine installé à Matignon, il avait enclenché sa riposte. En apparence, il réclamait un simple tour d'horizon budgétaire, geste banal pour un chef de gouvernement fraîchement nommé. En réalité, il s'agissait du premier pas d'une opération bien plus vaste. Bâtir un dossier implacable contre le président en exploitant les rouages mêmes de l'appareil d'État. Sa toute première instruction, sèche et inattendue, avait figé son équipe. Je veux la totalité des données sur les finances réelles de la France. Pas les versions pour journalistes, pas les PowerPoint de façade. Je parle des chiffres bruts, y compris les dettes dissimulées hors bilan. Michel Caneuve, haut fonctionnaire rompu au secret de la haute administration, n'avait pu masquer un léger froncement de sourcils. Certains de ces fichiers sont hautement sensibles, Monsieur le Premier ministre. Je dispose du niveau de sécurité maximal après le chef de l'État, avait rétorqué sèchement le cornu. Je veux accès total, sans exception. En quelques heures, l'atmosphère feutrée de Matignon s'était métamorphosée en poste de commandement sous tension. Sur le bureau de Le Cornu, les piles de dossiers s'élevaient comme des tours de silence. Dettes dissimulées des entreprises publiques, prévisions budgétaires internes non publiées, contrats internationaux passés sous silence et bilans maquillés des collectivités. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Une demande inédite venait de tomber. L'intégralité des archives de communication officielle de l'Élysée. Chaque discours, chaque chiffre public, chaque interview. Une vérification de cohérence? S'était risqué Caneuve, visiblement troublé. Disons un recadrage de la réalité, avait glissé Le Cornu, mystérieux, un sourire discret au coin des lèvres. Ce qu'il faisait, en réalité? Un véritable réquisitoire politique. Il alignait méthodiquement les preuves d'une manipulation à grande échelle. Promesses jamais tenues, chiffres retouchés, vérités distordues. Il dressait le portrait sans phare d'un pouvoir présidentiel fondé sur le mensonge institutionnalisé. Mais ce fut en fin d'après-midi que le sol se déroba sous ses pieds. En fouillant la correspondance confidentielle entre l'Élysée et Matignon, Le Cornu tomba sur un email glaçant, échangé la veille même entre Macron et Alexis Kohler. « Sébastien est le profil idéal », écrivait le secrétaire général. « Docile au début et trop honnête pour ne pas tomber de haut quand il découvrira la vérité. Sa chute rendra l'opération crédible. » Et la réponse du président, un modèle de cynisme glacial. « Parfait. Son image de vertu nous servira de bouclier.
Activer le planning de l'opération fusible. Lorsque Lecornu a lu ces lignes, ses mâchoires se sont crispées, ses poings se sont refermés comme des étaux. Pour eux, il n'était ni un homme d'État, ni un responsable politique digne de ce nom. Non, il était un pion, un objet stratégique, un fusible humain conçu pour exploser à la seconde où la popularité du pouvoir commencerait à vaciller. Ce fut l'étincelle. Celle qui transforma sa colère en décision. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Pas pour lui, mais pour tous ceux que ce système sacrifierait après lui avec le même cynisme. Il fallait briser la logique de mépris. Il fallait renverser l'échiquier. Le soir même, une réunion discrète était organisée à Matignon. Officiellement, simple point sur les chantiers prioritaires. En coulisses, la première salve d'une contre-offensive politique sans précédent. « Mesdames et messieurs », lança-t-il en s'asseyant en bout de table, « ce que je vais vous demander sort les cadres habituels. Je veux un rapport complet, ligne par ligne, sur toutes les contradictions de la politique gouvernementale depuis 5 ans. » « Une mission d'audit ?» tenta prudemment un conseiller. « Non, répondit-il froidement. Je veux la preuve des mensonges, des omissions volontaires, de la manipulation à visage découvert. » Le silence s'abattit comme un coup près. Jamais un premier ministre n'avait ordonné un tel travail contre le président qui venait de l'investir. C'était une rupture inédite, un séisme sous les dorures républicaines. « Et le but de tout ça ?» osa demander sa communicante. Le sourire qu'il lui adressa fut glacial. Le but? Offrir à Emmanuel Macron exactement le retour de manivelle qu'il mérite. Cette nuit-là, Matignon ne dormait pas. Les équipes fouillaient, recoupaient, exhumaient des vérités enterrées. Dossiers, mails, discours, chiffres, tout était passé au crible. Et peu à peu, le tableau se dessinait. Un système fondé sur le maquillage méthodique de la vérité. Un mensonge d'État, patient, bien huilé, cynique jusqu'à la moelle. Des statistiques de chômage manipulées pour paraître moins alarmantes. Des promesses de campagne enterrées sans un mot. Des lois soi-disant sociales qui cachaient en réalité des reculs majeurs. Des triomphes diplomatiques tout droit sortis de l'imagination de communicants zélés. Et des bilans économiques repeints comme des vitrines de luxe quand les murs s'effritaient derrière. Lecornu tenait entre ses mains un arsenal de vérités étouffées. Et pas n'importe lesquelles. Un dossier de 2300 pages, bétonné, sourcé, imparable. Suffisant pour ne pas simplement faire chuter Macron, mais emporter tout l'empire de storytelling qu'il avait construit. Et pourtant, à quelques encablures de là, dans les ors feutrés de l'Élysée, Emmanuel Macron dormait du sommeil du victorieux. Il se croyait tranquille. Il pensait avoir sécurisé sa présidence en confiant les clés du gouvernement à Lecornu. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il venait d'actionner, de sa propre main, le compte à rebours de sa propre chute. Le 11 décembre, à l'aube, Sébastien Lecornu ouvrait les yeux avec la sérénité glaciale de ceux qui savent qu'ils tiennent entre leurs mains le destin d'une nation et la chute d'un président. Dans sa mallette, 300 pages d'explosifs politiques, vérifiés, recoupés, redoutablement solides. Des révélations capables de faire vaciller tout l'appareil du pouvoir, d'éteindre à jamais le feu de la Macronie. Mais Lecornu ne comptait pas s'éclipser par la petite porte. Hors de question de disparaître sous un communiqué laconique. Non, son départ serait bruyant, spectaculaire, gravé dans les livres d'histoire. À 9h tapantes, il franchit les grilles de l'Élysée, le pas décidé, son dossier sous le bras. Il exigea un entretien immédiat avec le président, évoquant une urgence d'État. Macron, sûr de son emprise, l'accueillit avec le sourire détendu de celui qui pense avoir tout verrouillé. « Sébastien, alors, cette première nuit à Matignon? Pas trop secouante, j'espère. » Mais au lieu d'un échange courtois, Lecornu posa calmement la liasse de documents sur le bureau présidentiel, planta son regard dans celui de Macron et lâcha d'un ton glacial « Monsieur le Président, il est temps d'avoir une vraie conversation. » Le climat bascula instantanément.
Le sourire de Macron s'éteignit. Il jeta un regard au dossier, puis releva lentement la tête, le visage tendu, les yeux soudain hantés par un doute profond. « C'est quoi cette urgence ?» demanda Macron, visiblement irrité. Le cornu ne leva même pas un sourcil. Son ton était d'un calme presque glaçant. « Ce dont il est question, Monsieur le Président, de votre opération fusible et du rôle lamentable que vous comptiez me faire jouer. » Un silence brutal s'abattit dans la pièce, plus coupant que n'importe quelle réplique. Macron blêmit, foudroyé par l'ampleur de la révélation. Il balbutia à peine audible. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Le cornu n'avait pas besoin de hausser le ton. Il ouvrit méthodiquement son dossier, sortit une pile de feuilles et les étala une à une devant le chef de l'État comme autant de preuves irréfutables. « Ah non, vraiment ? Alors peut-être que ça vous aidera à vous souvenir. » Première pièce, le schéma détaillé de l'opération, contresigné par Macron lui-même. Deuxième, les chiffres bruts de la dette réelle du pays, que l'Élysée dissimule depuis des mois. Troisième, les documents falsifiés envoyés à Bruxelles. Puis, dans un geste théâtral, il déposa une dernière feuille devant le président, comme un juge posant sa sentence. Et voici la cerise sur le gâteau. L'ébauche de votre discours de crise censé accompagner ma démission. Sébastien Lecornu a eu le courage de dire la vérité. Un soupir moqueur lui échappa. C'est mignon, vraiment, presque mouvant. Si seulement ce n'était pas aussi hypocrite. Macron, abasourdi, était figé comme une statue fissurée. Toute sa machination s'était écroulée en une fraction de seconde. Lecornu venait de détruire l'intégralité de son échafaudage politique et avec une élégance glaciale, tenait entre ses mains les pièces du puzzle que personne n'aurait dû voir. La partie, censée ne faire que commencer, venait de s'achever brutalement. « Que voulez-vous » articula le président, la voix étranglée presque inaudible. Lecornu, avec un calme souverain, s'était redressé. Il lissa sa veste d'un geste posé, puis lança un sourire énigmatique, le premier depuis le début de leur entretien. « Ce que je veux ? Que vous quittiez l'Élysée, Monsieur le Président. Ce n'est pas ma démission que j'exige, c'est la vôtre. » La sentence était tombée, tranchante comme une lame. Ultimatum sans détour. Macron avait 48 heures pour annoncer son retrait officiel, sous peine de voir le contenu explosif du dossier divulgué à la nation et au monde entier. « Vous n'en avez pas le cran », tenta Macron, pathétique, agrippé à son fauteuil comme à une bouée. « Détrompez-vous, répondit Lecornu sans hausser le ton. Ce ne serait pas une destruction, mais un acte de sauvetage. Sauver la République de vous. » Puis, sans un mot de plus, il tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière lui un chef d'État brisé, seul face à l'ampleur de son mensonge et le poids de ses regrets. 2 petites heures après son entretien explosif à l'Élysée, Lecornu frappait un grand coup. Une convocation urgente aux médias, une salle comble à Matignon, un silence de plomb. Et puis, le choc. Face caméra, l'homme qui venait à peine d'endosser le costume de Premier ministre annonçait déjà qu'il s'en défaisait. Après exactement 24 heures de mandat, il jetait l'éponge. Mais pas comme un ministre vaincu, non. Comme un procureur lançant son acte d'accusation. Durant 3 quarts d'heure, il n'avait laissé aucun répit à l'ère Macron. Dossier à l'appui, chiffres en main, il exposait méthodiquement la mécanique du mensonge d'État. L'opération fusible pensée dans l'ombre, les chiffres maquillés de la dette nationale, les rapports truqués envoyés à Bruxelles, les manipulations en série camouflées sous des discours enflammés. Il dressait le portrait glaçant d'un président devenu roi, transformant les institutions en instruments de sa propre survie. Et quand il arriva à la conclusion, la salle retenait son souffle. « Je refuse, dit-il d'une voix ferme, de servir un chef d'État qui a fait de notre République un théâtre d'ombre. Je refuse de participer à un jeu fondé sur la duperie, la mise en scène permanente et le mépris des citoyens. Voilà pourquoi je quitte mes fonctions aujourd'hui. Et voilà pourquoi, devant vous tous,
J'invite solennellement Emmanuel Macron à en faire autant. » Ce fut un électrochoc. Une onde de choc d'une puissance inouïe. En quelques heures à peine, les confidences explosives de Le Cornu avaient traversé les frontières comme une traînée de poudre. Partout en Europe, les gros titres s'arrachaient l'affaire. La République nue, le scandale Macron, le mensonge d'État français. Même les journaux les plus diplomates n'y allaient pas de main morte. Pendant ce temps, les marchés plongeaient, le CAC 40 s'effondrait comme un château de cartes. Et à l'Élysée, les téléphones sonnaient dans tous les sens. L'exécutif vacillait. Macron, fidèle à son instinct, avait tenté le tout pour le tout. Esquiver, relativiser, noyer le poisson. Mais le flot de révélations était trop fort. L'opinion, elle, avait basculé comme un seul homme. Sa popularité s'était effondrée de 40 points en 2 jours. Du jamais vu. Partout en France, les citoyens descendaient dans la rue avec une rage glaciale, brandissant pancartes et slogans. « Démission! Trahison! » Et puis le coup de massue est venu de là où il ne s'y attendait pas. Bruxelles. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, prenait la parole dans un ton glacial. Une enquête immédiate était ouverte sur les falsifications économiques françaises. Et, comble de l'humiliation, si Macron ne quittait pas son poste, la France risquait une suspension temporaire des institutions européennes. Le message était limpide. Acculé, isolé, brûlé politiquement, Macron n'avait plus d'échappatoire. Le 13 décembre 2025, soit 3 jours seulement après l'ascension éclair de Le Cornu, le président rendait les armes. La voix tremblante, le regard fuyant, il annonçait son départ. Le discours était creux, sans grandeur, sans émotion. « Je reconnais, lâcha-t-il d'un ton cassé, les événements récents. Je reconnais la rupture de confiance. Pour préserver les institutions, je transmets ma démission au Conseil constitutionnel. » Un rideau tombait. Celui d'un règne terminé, dans la honte et la solitude. Depuis son bureau à Matignon, qu'il n'avait occupé qu'un éclair dans le temps, à peine une journée, Sébastien Le Cornu observait, impassible, les dernières images du discours d'adieu de Macron. 24 heures. C'est tout ce qu'il lui avait fallu pour faire trembler la République et renverser l'ordre établi. Il n'avait pas simplement gagné une bataille politique. Il avait terrassé une machine bien huilée, un système devenu aveugle à la vérité. Mais cette victoire, aussi retentissante fût-elle, avait un goût de plomb. En exposant les rouages mensongers du pouvoir macronien, il avait aussi levé le voile sur un pays à genoux. Les chiffres désormais publics donnaient le vertige. La dette abyssale, les déficits cachés, les tricheries budgétaires. La récession n'était plus une menace, c'était une réalité. Et l'Europe, trahie, exigeait réparation. Le FMI entrait dans la danse. L'humiliation était totale. Le Cornu savait qu'il avait ouvert une boîte de Pandore. Mais il l'avait fait en conscience, parce que le mensonge perpétuel ne pouvait plus être le socle d'une démocratie. Il avait tout sacrifié, son poste, sa carrière, peut-être son avenir. Mais il avait rendu à la France ce que Macron lui avait volé, la vérité, et avec elle, la possibilité de se relever. Désormais, quand les historiens parlent du jour Le Cornu, ils n'évoquent pas un scandale ou un coup d'éclat. Ils parlent d'un acte de résistance, celui d'un homme qui a préféré dire non plutôt que servir un pouvoir corrompu, d'un homme que Macron pensait utiliser comme fusible et qui s'est transformé en détonateur. L'ironie est cruelle, mais implacable. En voulant instrumentaliser l'intégrité, Macron a signé sa propre chute. Son règne s'est effondré en 24 heures. Et ce qui devait être la plus brève fonction de Premier ministre est devenu l'un des moments les plus cruciaux de la Ve République. Dans un monde noyé dans la duplicité, Le Cornu a rappelé que parfois, il suffit d'un seul jour, d'un seul homme, d'un seul acte de courage. Et lorsque l'histoire posera un regard lucide sur cette époque troublée, elle retiendra ceci, que même au fond du gouffre, la République peut encore compter sur des hommes debout, sur des hommes